Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, c'est mon Pierre Hébert, je suis vice-président aux relations de travail. Je suis accompagné ce soir là de Michel Lucier, qui est personne conseillère, qui est un conseiller à la formation professionnelle au conseil d'administration. Et je suis aussi accompagné d'Émilie Vanier, qui est conseillère en relations de travail au syndicat, donc avocate embauchée par le syndicat là, pour défendre vos droits euh, au, au nom du syndicat. La formation de ce soir, c'est les nouveautés à la tâche et à l'horaire de travail là, pour l'année scolaire 2022-2023. Le déroulement de la formation, nous allons commencer par présenter le déroulement, ce que je fais présentement, les objectifs qui sont poursuivis par les changements à la tâche, donc ce qui s'est discuté à la table de négociation. Par la suite, je vais vous entretenir sur les éléments qui n'ont pas été modifiés suivant là, les changements à la tâche. Ensuite, Émilie va vous entretenir sur les principaux changements et la tâche annuelle. Nous allons compléter par l'horaire de travail, les consultations sur la tâche et le mécanisme des résolutions des difficultés. Il y aura deux périodes de questions aussi. Là. Au fond, il y aura une première période suite à l'horaire de travail et une autre période suite au mécanisme de résolution de la tâche. De difficulté sur la tâche plutôt. Les objectifs de la formation, c'est de présenter les modifications qui ont été apportées à l'entente 2020-2023 qui a été signée le 29 septembre dernier. Cependant, c'était prévu que l'entrée en vigueur de la nouvelle tâche allait être seulement à partir du 1er juillet 2022. Donc, les enseignantes et les enseignants qui ont commencé à enseigner là, dès cette semaine, vous vivez déjà là, les changements à la tâche. Nous allons aussi vous présenter les adaptations au niveau du CEOM, CSSMB en fonction de l'entente locale 2013. Donc, nous avons une entente locale et une entente nationale. Les changements qui ont été faits au niveau national, un début, là, on le verra plus tard, c'était de ne pas modifier les ententes locales. Donc, il y a certaines adaptations que nous avons dû faire. Donc, ça, c'est suivant les discussions là, avec l'employeur que nous avons eues. Et bien sûr, vous outiller là, pour que vous puissiez participer pleinement aux consultations qui sont prévues dans vos centres. Donc, les objectifs qui sont poursuivis là, par le changement de la tâche, donc lors de la dernière ronde de négociation, les parties, donc le CPNCF, donc le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones, et la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, donc fédération syndicale à laquelle le CEOM est affilié, ont publié le 22 avril dernier un guide d'application. Donc, c'est pour ça que ça nous mène maintenant, là, le 5 juillet, à parler des changements à la tâche, puisqu'il y a eu le guide d'application, une formation qui a été donnée aux syndicats affiliés. Nous avons donné une formation aux personnes déléguées. Donc, maintenant, on est rendu à faire la formation pour les membres. Là. Donc, c'est pour ça que on est aujourd'hui 5 juillet à vous entretenir sur les changements à la tâche. Peu importe ce que je dirai ou ferai ce soir, là, c'est important de savoir que les textes de l'entente nationale et de l'entente locale ont préséance là, sur le contenu de la formation, même si nous sommes pas mal sûrs du contenu, c'est vraiment là, les textes de l'entente qui ont préséance sur peu importe les documents que vous avez reçus de l'employeur ou de la partie syndicale, là, c'est vraiment les textes de l'entente qui ont préséance. Donc, les objectifs qui sont poursuivis par les changements à la tâche, c'est la valorisation de la profession enseignante et de reconnaître le professionnalisme des enseignantes et des enseignants. C'est un élément qui est important. Vous allez le voir là, il y a une plus grande flexibilité pour l'accomplissement des heures qui vous seront demandées de faire. On veut aussi reconnaître l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants. Un autre élément qui est très important, c'est de ne pas augmenter ou alourdir la tâche. Donc, la tâche que vous aviez cette année ne devrait pas être plus lourde cette année-là, 21-22, donc ne devrait pas être plus lourde ou plus difficile que la tâche que vous aurez en 22-23. Un autre élément qui est important, c'est de distinguer la tâche enseignante et l'horaire de travail. Donc, distinguer ce que vous avez à faire du moment que vous avez à le faire. En fait, c'est l'élément le plus important là, des changements qui seront apportés à la tâche. Le but aussi, c'est d'éviter certains litiges concernant la tâche enseignante. On le verra dans le mécanisme des résolutions là, des conflits pour la tâche. Assurer le maintien assurer le maintien et le respect des arrangements locaux. Donc, on a la grosse convention qui est l'entente nationale, mais il y a aussi la petite qui est l'entente locale. Donc, c'est important, là, les deux doivent vivre ensemble et une ne doit pas contredire l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques adaptations qui ont été faites.
Et l'autre but, là, c'était d'accompagner les parties locales dans le cadre des modifications apportant à l'aménagement de la tâche enseignante. C'est la FAE là, qui nous a accompagnés ici et le CPNCF, là, via la Fédération des centres de services scolaires, a accompagné notre centre de services scolaires. Donc, les éléments qui ne sont pas modifiés, tout ce qui est les définitions. Donc, la définition de la fonction générale, définition de la fonction générale, là, donc tout ce qui est le 8501 au secteur jeune, mais qui est sensiblement la même chose au secteur adulte. Le fait de donner des cours-leçons, d'attribuer des notes, de faire de l'encadrement, d'assurer des activités, tout ça, ça ne change pas. L'encadrement aussi, vous en avez très peu là, au secteur de la formation professionnelle, pour ne pas dire que vous n'en avez pas. Mais la définition d'encadrement n'a pas changé. La récupération non plus. La surveillance de l'accueil et déplacement, c'est aussi comme vous n'avez pas d'élèves mineurs dans vos groupes, vous n'avez pas de surveillance d'accueil et déplacement, mais si vous en aviez, la définition n'a pas changé. La définition de l'année de la semaine de travail non plus n'a pas changé. Donc, l'année de travail est toujours du 1er juillet au 30 juin, dans un calendrier de 200 jours de travail qui peut être extensionné jusqu'à 205 jours pour avoir une semaine de répit. Tout ça n'a pas changé. Les activités incluses et la durée de la tâche éducative, on le verra un peu plus tard, là. Donc, tout ce qui est la prestation de cours et leçons, tout ça, ça n'a pas changé. Le paiement des dépassements à la tâche éducative, donc le taux horaire quand vous dépassez le 720 heures, ça n'a pas changé. La période de repas qui est de 1 heure dans les centres. Certains centres auront une période de temps de 45 minutes au dîner ou de 30 minutes au souper. C'est une entente particulière. On modifie là, la clause sur la période de repas, mais la période de repas dans l'entente nationale n'a pas changé. Elle est toujours de 60 minutes. L'amplitude aussi n'a pas changé. Ce qui veut dire que vous devez faire votre 32 heures en moyenne, 30 heures au centre en moyenne, dans une amplitude de 8 heures par jour maximum ou de 35 heures par semaine maximum. Donc, Émilie, sur les principaux changements. Ce sera pas long, je m'enlevais sur mute. Alors, tel que déjà un petit peu introduit par Simon-Pierre, la première chose qui a changé, c'est vraiment la distinction entre la tâche et l'horaire de travail. Alors, tel que mentionné, la tâche, c'est votre travail d'enseignant avec tout ce que ça implique. Et l'horaire, c'est le moment où vous accomplissez votre tâche. Et la tâche, elle sera annualisée, ce qui veut dire que l'horaire de travail va découler un peu de l'annualisation de la tâche. Donc, tout ça va vous être expliqué vraiment plus en détail un peu plus loin. Mais en fait, au niveau de la tâche, ce sera réparti par des moyennes d'heures. Donc, c'est plus aussi fixe qu'avant. Alors, on parle de 32 heures par semaine en moyenne qui sont à la tâche. Là-dessus, il y en a 30 par semaine qui doivent être effectuées au centre. Il y a 12 heures par semaine qui sont considérées comme des autres activités, autres tâches professionnelles. Et sur ces 12 heures-là par semaine, il y a une moyenne de 5 heures de travail personnel qui, lui, inclut 2 heures par semaine au lieu que vous déterminez. Donc, ce que ça implique, c'est que les heures de travail peuvent varier d'une semaine à l'autre. L'autre chose qui est une nouveauté, c'est le processus de consultation dans l'élaboration de la tâche. Alors, il y aura une consultation collective via le CPEE et individuelle là, sur la tâche. Donc, c'est là que vous allez pouvoir discuter là, du temps prévu pour réaliser les tâches. Ensuite, c'est ça, pour l'horaire de travail, là, les amplitudes n'ont pas changé. Par contre, seulement ce qui est récurrent pourra être fixé à l'horaire. Donc, on parle bien sûr des cours et leçons, mais aussi certaines rencontres récurrentes ou différentes activités là, que vous pourrez déterminer lors des consultations, justement, comme récurrentes. Ça pourrait être fixé à l'horaire. Tout le reste, en fait, vous pourrez déterminer le moment pour les effectuer. Donc, ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans Tosca, normalement, là, si tout va bien, vous ne serez plus obligé d'entrer 32 heures par semaine. Là. Tout devrait fonctionner et la secrétaire là, de l'établissement devrait entrer seulement ce qui est récurrent et fixé à votre horaire dans Tosca. Ah, puis, ouais, c'est ça. Il y a la mise en place d'un mécanisme de résolution des difficultés aussi, là, que je m'en allais oublier, mais qui est très important et très pertinent. Donc, si jamais il y a des difficultés dans l'élaboration de la tâche ou son application,
il y a un mécanisme qui est mis en place qu'on va vous expliquer pour aider à résoudre les difficultés. Donc, l'élément le plus important, le plus gros changement à la AFP, c'est vraiment Tosca. Donc, Tosca va être utilisé seulement pour saisir les notes et saisir les absences. Saisir les absences dans les récupérations que vous direz à la secrétaire de centre. Là, je ferai une récupération la semaine prochaine, lundi. Est-ce que tu peux l'ajouter dans mon horaire? Donc là, vous pourrez saisir les absences. Et le remplacement que vous ferez là, à taux horaire là, pour aider un collègue qui est absent une journée. Donc, la secrétaire va vous assigner la journée dans Tosca et vous pourrez saisir les absences. Donc, la tâche que vous aviez cette année, là, je vais dire cette année, mais c'est pour l'année scolaire 2021-2022, là, donc jusqu'au 30 juin, la tâche que vous aviez comprenait 3 éléments. 2 éléments qui avaient des éléments qui étaient assignés par la direction et le dernier, là, le TNP, qui n'avait aucun temps qui était assigné par la direction. Donc, dans la tâche éducative à l'AFP, nous avions le cours et leçons. Donc, cours et leçons qui sur la prestation de vos cours. L'encadrement que dans la forte majorité, pour ne pas dire totalité des centres, il n'y en avait pas. La récupération qui était qui est toujours, là, malheureusement, pour les enseignants et enseignantes régulières. Donc, le 85 heures, là, la plupart du temps, là, de récupération. La surveillance que vous n'aviez pas là pour les mêmes raisons d'encadrement, il y a très peu, pour ne pas dire aucun groupe d'élèves qu'une majorité d'élèves mineurs, donc il n'y a pas de surveillance là, à l'AFP. Les activités socioculturelles qui sont au fait des Olympiades ou toute autre activité, là, porte ouverte, tout ça, qui se retrouvait dans la tâche éducative. La supervision des stages en milieu de travail. Donc, malgré là, la note de bas de page dans le chapitre 13 qui dit que la supervision de stage dans les ATE, là, donc dans l'alternance travail-études, ne compte pas dans la tâche éducative. Au centre des services, nous avons une pratique passée bien établie là, qui mentionne que ces supervisions de stage-là font aussi partie de la tâche éducative. Et les libérations, donc on peut penser à la libération pour chef de groupe, libération pour enseignant-mentor et toute autre libération là, qui pourrait avoir lieu. Dans la tâche complémentaire, donc le TC, la préparation de cours et leçons, la correction de tests, d'examens et sa préparation, la participation aux rencontres en relation avec son travail, donc des rencontres de spécialité, des rencontres de sous-spécialité. Donc, c'est ce genre de rencontres qu'on pourrait retrouver, des rencontres avec des élèves et la direction là, pour des EBP, disons, et le temps pour les journées pédagogiques. On voit la dernière colonne, il n'y a rien inscrit, c'est pas qu'on faisait rien en TNP, nous le savons très bien, c'est juste que la direction ne signait rien en travail de nature personnelle. Donc, c'est pour ça que dans les 2 premières colonnes, nous avons beaucoup de choses, c'est ce qui est assigné par la direction, la dernière colonne, rien. Donc, pour la tâche annuelle cette année, là, à partir du 1er juillet, je vais laisser Émilie vous en entretenir. Oui, alors maintenant, au lieu d'avoir comme 3 catégories, il y en a seulement 2. Donc, la tâche éducative, ça reste ce que vous connaissez. Mais pour ce qui est de la tâche complémentaire et de ce qui était plus travail personnel, ça a été regroupé sous autres tâches professionnelles, là, à quoi j'ai fait référence un peu plus tôt. Donc, pour ce qui est dans la tâche éducative, c'est encore bien sûr la présentation de cours et leçons, l'encadrement, récupération, là, s'il y en a. Je veux dire, et tout ça, surveillance, bon, les Olympiades, la supervision des stages en milieu de travail. Dans le fond, tout ce qui est, dans le fond, la tâche éducative, c'est tout ce qui est en présence des élèves là, et les libérations, là, que ce soit, par exemple, pour être enseignant-mentor ou chef de groupe ou différentes choses comme ça. Dans les autres tâches professionnelles, donc il y a tout ce qui est préparation des cours et des leçons, la préparation et la correction des tests, la participation aux rencontres, les différents comités, le comité de perfectionnement, comité de concertation, les journées pédagogiques, l'insertion professionnelle et bon, ensuite, il y a comme j'ai mentionné, le 5 heures de travail personnel déterminé par l'enseignant qui inclut le 2 heures que vous pouvez faire à l'endroit de votre choix. C'est inclus dans les autres tâches professionnelles. Donc, la tâche là, qui devient officielle le 15 octobre, donc c'est ce qu'on pourrait voir là. Les bouts blancs, c'est des bouts qu'on devrait ajouter un certain nombre d'heures. Donc, la présentation de cours et leçons
Pour les enseignantes et enseignants réguliers qui n'ont pas de libération, on va voir très, très souvent ici 635 heures. Donc, c'est la moyenne là, qui est reconnue à l'entente nationale. Là, une enseignante ou un enseignant régulier devrait faire 635 heures. Donc, le centre de service se donne aucune difficulté et met la moyenne à tout le monde. Mais comme c'est un temps qui est récurrent, là, le principe de récurrence est un principe très important pour le nouvel horaire. Comme c'est un élément qui est récurrent, le cours et leçons, malgré qu'à travers les modules ou à travers les cohortes, dans une même année scolaire, votre horaire de cours et leçons va changer, mais il y a un principe de récurrence. Là, disons, vous avez un trimestre, là, 3 mois, le même horaire, puis dans 3 mois, il va changer. Donc, ça se peut que vous ayez 3 horaires différents dans la même année scolaire, mais tout de même, là, la présentation de cours et leçons, c'est quelque chose qui a été reconnu comme récurrent par le centre de service, donc sera fixé à votre horaire. L'encadrement, l'encadrement et la surveillance, là, je vais en parler assez rapidement, puisqu'on n'en a pas, là, malheureusement, mais l'encadrement, c'est le temps que vous passeriez, disons, avec des EBP ou avec des élèves qui ont plus de difficultés point de vue comportemental ou difficultés d'organisation. Mais ce temps-là est préalloué puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance quand vous allez intervenir auprès de ces élèves-là. Mais ce temps-là, il est préalloué. Pour cette raison, la surveillance, si jamais vous aviez une majorité d'élèves mineurs, mais il faudrait s'assurer que ce groupe-là, entre les périodes, entre les battements, il y ait une surveillance active, donc ce temps-là serait fixé à l'horaire. Maintenant, la récupération, on le voit qu'il est aux deux endroits. Fixé à l'horaire et préalloué. Fixé à l'horaire, si vous décidez en CPE, c'est une recommandation du CPE que vous faites à la direction du centre, que ça serait important que tous les lundis de midi à 13h, il y ait de la récupération, mais là, il y a un principe de récurrence, donc elle sera fixée à l'horaire. Si au contraire, et c'est ce qu'on vous conseille, là, que vous dites, mais mon autonomie professionnelle, je vais décider quand mes élèves auront besoin de récupération selon la fin du module, selon les examens qui arrivent, selon les besoins qu'ils expriment, mais je vais demander à la secrétaire de centre de fixer une semaine à l'avance que je dirais avec les élèves qu'il y aura de la récupération de 2 heures cette journée-là. Elle l'ajoutera dans Tosca, vous pourrez saisir les présences. Donc, c'est pour ça qu'on le voit dans le préalloué aussi. Les activités socio-culturelles, c'est la même chose. Si on parle de portes ouvertes, mais ces heures-là, pour les portes ouvertes, vous seront reconnues comme temps préalloué, puisque ça arrive seulement une fois dans l'année, peut-être 2. Si il y a l'accueil, l'explo FP là, du secondaire qui viennent et on vous reconnaît ce temps-là, mais comme c'est peut-être une fois, 2 fois dans l'année, mais même chose, ça va être du temps qui va vous être reconnu en préalloué. Si c'est des Olympiades, mais que vous préparez tous les lundis matins vos élèves pour les Olympiades, bien, ce temps-là, maintenant, il y a un principe de récurrence, donc sera fixé à votre horaire. C'est pour ça que les activités socioculturelles, on le voit aux deux endroits aussi. La supervision de stage, comme ça se fait de manière régulière et récurrente, ça sera inscrit à votre horaire. Libération de chef de groupe, si vous êtes libéré de chef de groupe pour trouver des stages en mécanique automobile, c'est pas nécessairement le mardi matin que les garages seront disponibles pour vous répondre. Si vous trouvez des stages pour le milieu de la santé, c'est encore plus difficile que ce soit le mardi matin que les hôpitaux vous répondent. C'est souvent, on fait ça un peu de soir, on fait ça un peu de matin, donc c'est pour ça que c'est préalloué. Une libération enseignant-mentor, c'est la même chose. Si vous accompagnez une enseignante, vous êtes au CIM, vous accompagnez un enseignant en électricité, vous décidez de l'accompagner dans sa classe le matin, lundi matin. La semaine d'après, vous accompagnez quelqu'un qui est en design industriel, puis c'est le mercredi après-midi. Donc, à chaque semaine, ça peut changer. Donc, c'est pour ça que la libération, là, tant pour chef de groupe que pour enseignant-mentor, ça va être en préalloué. Et maintenant, sur l'horaire, non, excusez, les ATP. Les ATP, vous voyez, c'est très simple, tout est en préalloué. Donc, la préparation de cours et leçons, vous pouvez décider quand vous préparez vos cours et leçons, que vous corrigez vos examens. La participation au comité, si vous êtes en CPE ou en ILP, je ne connais pas de centre là, qui ont un CPE chaque lundi. C'est souvent une fois par mois, des fois le lundi, des fois le mercredi. Donc, c'est pour ça qu'il va être en préalloué. Le temps de consultation qui est reconnu pour le CPE. Mais lui aussi, là, si vous faites une rencontre le mardi après-midi ou une certaine semaine, ça se peut que ce soit le jeudi après-midi le mois d'après. Donc, il n'y a pas de principe de récurrence. Les journées pédagogiques, mais il arrive 8 fois dans l'année, donc on oublie aussi le principe de récurrence.
La participation aux rencontres en relation avec son travail, peut-être ici, là, si vous, en CPE, vous décidez que vous tenez une rencontre, votre spécialité ensemble, tous les lundis, il y aura un principe de récurrence. Donc ici, on pourrait peut-être voir euh, du temps là, qui serait récurrent, fixé à l'horaire, mais en tout respect de votre autonomie professionnelle, on ne vous recommande pas, on vous recommande de le mettre en préalloué. Euh, Ce qui est important aussi, là, je vais aller sur les journées pédagogiques et, disons, le CPE. Ne facturez pas, là, c'est un gros terme, là, mais ne facturez pas en double le centre de service et n'essayez pas de devoir reconnaître un même temps en double. Exemple, vous avez du temps pour le CPE et vous le faites pendant une journée pédagogique, mais vous devez le mettre en journée pédagogique, puis CPE va se retrouver à zéro. Euh, Vous devez faire 360 heures et non 350 si vous mettez 10 heures en CPE, 10 heures en pédagogique, et ces 10 heures-là sont faites pendant la journée pédagogique. Et en finissant, ben, le travail personnel déterminé par l'enseignante ou l'enseignant, 200 heures, dont 80 peut être fait à la maison, ce qui explique la présence moyenne de 30 heures au centre par semaine, mais un travail qui doit être effectué de 32 heures par semaine en moyenne. Et maintenant sur l'horaire, Émilie. Oui, alors on l'a répété à quelques reprises, là, c'est maintenant des moyennes d'heures. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que votre horaire va varier d'une semaine à l'autre et ça va vous donner la souplesse nécessaire d'organiser votre temps là, selon les choses que vous avez à faire. C'est sûr et certain, les cours et les leçons, c'est plus difficilement déplaçable, mais pour tout le reste. Il y a certaines activités, certains moments dans l'année qui vont entraîner plus d'heures durant la semaine. Donc, il va revenir à l'enseignant d'ajuster les heures durant la semaine ou durant la journée pour s'assurer de respecter les amplitudes. Alors, les semaines où vous savez que vous allez en faire plus pour différentes raisons, il faudra s'assurer qu'à la fin de l'année, il n'y a pas de dépassement. Au niveau des amplitudes, par contre, normalement, durant la semaine, il faut, sauf exception, il faut vraiment respecter le 35 heures par semaine et le 8 heures par jour. Sauf en ce qui a trait là, à certaines réunions, les 10 rencontres collectives, en fait, là, celles-ci peuvent être fixées là, à l'extérieur des amplitudes, mais c'est vraiment normalement la seule chose. Donc, tel que mentionné, il y a seulement les activités qui nécessitent une présence à un moment précis et récurrent qui vont être fixées à l'horaire. Donc, la direction va établir pour chacun d'entre vous un horaire de travail hebdomadaire qui va s'inscrire dans l'amplitude, bien sûr. Et, pour ce qui est du reste, en fait, ça va être à vous de déterminer le moment de leur accomplissement. Donc, le tout pour respecter votre autonomie professionnelle. Alors, je vais laisser Simon-Pierre vous donner un exemple concret de ça, puisque là, c'est plus abstrait. Donc, on voit ici, au fait, un horaire. Donc là, on a poussé l'élément à son maximum. On a mis des périodes de surveillance, là, mais c'est pour vous montrer que ça pourrait exister. Mais vous pourriez ignorer les périodes de surveillance, là, tout simplement. Donc, c'est un exemple d'horaire d'une enseignante, d'un enseignant à la FP. J'ai pas mis on a seulement mis cours là, mais on pourrait voir électricité groupe 33, électricité groupe 34, module 1, module 8, là. Mais on a seulement mis cours pour l'exercice. Donc, il y a seulement les cours qui apparaissent et une période de récupération, puisque dans mon exemple très fictif, le centre a décidé que tous les jeudis après-midi, que tous les enseignants réguliers à rotation allaient faire une récupération. Donc, c'est pour ça qu'on le voit ici là, dans l'horaire de travail. Bon, mais il y a de très fortes chances que dans votre consultation, votre recommandation soit de seulement voir cours dans votre horaire. Encore une fois, ça ne vous donne pas le droit d'être présent uniquement pour les cours, mais le reste du temps, donc le reste des heures, vous les placez où vous voulez. Disons que vous aviez prévu dans cet horaire-là, le mardi après-midi, de faire votre préparation de cours pour le mercredi, puisque vous avez un cours là, à la 5e période. Mais le mardi, vous avez un rendez-vous chez le dentiste, pas loin du centre, à midi 50. Donc, vous vous déplacez le temps de vos dîners, vous allez à votre rendez-vous et vous revenez faire votre dernier cours, en espérant que vous n'avez pas eu d'anesthésie à la bouche à votre rendez-vous chez le dentiste. Mais bref, donc, vous faites votre dernière période et vous n'aurez aucune coupure de traitement puisque vous savez très bien que ces heures-là, vous devez les reprendre.
Là, vous allez peut-être décider de faire ça le jeudi à la période 2 et le vendredi à la période 1, et votre directeur de centre, votre directrice de centre n'a rien à dire. Donc, il n'y aura plus de contrôle. En très forte majorité, il n'y aura plus de contrôle de l'horaire, de votre présence au travail, tant que la direction n'a pas de doute que vous êtes présent en moyenne 30 heures et que vous faites du travail en moyenne 32 heures. Ça n'enlève pas le droit de gérance de l'employeur de venir vérifier, de venir exercer son droit de gérance là, au final. C'est sûr que si on est rendu au mois de janvier, il ne pourra pas vous demander de justifier septembre, octobre, novembre, décembre. Vous allez commencer à justifier à partir de maintenant. Mais ceci étant dit, vous pouvez maintenant déplacer là, tout ce qui n'est pas à votre horaire de manière libre, sans crainte de représailles. C'est le gros changement et c'est le gros avancement aussi. Oui, alors il y aura deux étapes de consultation. La première étant la consultation collective. Ça, c'est un changement parce que maintenant, dans l'élaboration de votre tâche, il va pouvoir y avoir, ben c'est ça, vous pourrez être consulté, alors ce qui est quand même super intéressant. Alors, annuellement, le CPEE pourrait être consulté pour les activités de la tâche éducative, donc autre que les cours et les leçons, et surtout le temps nécessaire pour réaliser ces tâches-là toujours sur une base annuelle. Et les autres tâches professionnelles, là-dedans, on ne rentre pas, bien sûr, là, le travail personnel et le temps pour les réaliser. Donc, ça, comment ça se manifeste? En fait, on parle, au niveau de la tâche éducative, on parle de l'encadrement, bon, récupération quand il y en a, et surveillance quand il y en a, la supervision des stages en milieu de travail en présence d'élèves, les Olympiades. Il y a tout l'aspect exploration de la formation professionnelle et les libérations pour chef de groupe, mentorat ou autres. Pour ce qui est des autres tâches professionnelles, donc il y a la surveillance quand il y en a. Toutes les réunions et les rencontres, donc que ce soit en spécialité ou en sous-spécialité ou les rencontres de concertation, par exemple, les comités, qui soient conventionnés ou non conventionnés. Donc, on parle de CPEE, comité de perfectionnement, comité EBP. Il y a aussi l'insertion professionnelle, donc tout ce qui est prévu à la convention collective à ce niveau-là, la supervision des stages, mais en dehors de la présence des élèves. Ça inclut aussi là, tout ce qui est entretien d'équipement, les commandes, toutes ces choses-là, dépendamment de votre spécialité. Et ça peut contenir là, un paquet de choses comme c'est ça, l'élaboration des examens, des échanges, des suivis des communications. Tout ça pourra faire l'objet d'une consultation et pourra faire l'objet d'une discussion là, quant au nombre d'heures annuelles qui est estimé pour les effectuer. Donc, là, c'est vraiment le moment de se prononcer à ce niveau-là. Puis par la suite, en fait, normalement, là, on recommandait de faire cette consultation-là collective là, vers le mois d'avril environ. C'est sûr et certain, cette année, on s'entend que ce ne sera pas possible. La raison à ça, nous, lorsqu'on a reçu là, les guides de la tâche de la FAE et du CPNCF, on était déjà passé ces délais-là. Mais c'est pas parce que vous l'avez pas fait. On recommande quand même de faire la consultation collective et c'est pas parce que vous l'avez pas fait cette année que vous pourrez pas le faire l'année prochaine. À chaque année, là, vous devez faire une consultation annuelle. C'est même ce qu'on recommande. Là. Puis en fait, un autre élément important là, par rapport à la consultation, c'est que il faut se donner le temps de réfléchir, d'en discuter. Donc, il ne s'agit pas d'une urgence ou de faire ça dans le rush. Là. Donc, idéalement, là, on met en place un vrai processus de consultation où on a vraiment notre mot à dire, puis on peut en discuter collectivement. Maintenant, ensuite, après la consultation collective, il y a la consultation individuelle. Donc, ça, c'est sur les activités professionnelles qui vont être à inclure dans la tâche. Donc, ça vient après la consultation collective et ça aussi, c'est annuel. Donc, normalement, dans un monde idéal, si la consultation collective se fait au mois d'avril ou en tout cas d'ici la fin de l'année scolaire, on essaie de faire la consultation individuelle un petit peu plus tard. Donc, peut-être au début de l'année scolaire suivante, là, quand on commence à voir ce qui se présente à nous. Parce que le 15 octobre, la tâche devient officielle. Donc, n'importe quand avant ce moment-là, c'est le temps de faire les consultations. Alors, la consultation individuelle, c'est le moment de parler du résultat de la consultation collective, des besoins particuliers des élèves et aussi, bien sûr, de vos préférences. Donc, vous pouvez vous prononcer sur votre intérêt à effectuer certaines activités et sur les besoins aussi de vos différents groupes.
Donc, la tâche, elle sera officielle là, seulement une fois que les 2 consultations ont pu être faites. Donc, si jamais vous vous faites donner une tâche et que vous n'avez pas du tout été consulté, appelez-nous. Là. Normalement, vous devez avoir droit aux 2 consultations. Puis là, quand on parle de consultation individuelle, là, on ne parle pas nécessairement d'un rendez-vous de 2 heures avec la direction, là, super compliqué. Ça peut être un échange courriel. L'important, c'est que ce soit une véritable consultation, donc on a eu l'occasion de s'exprimer et de réfléchir correctement, là, encore une fois, comme pour la collective. Là. Parfait. Donc, je vais aller sur le mécanisme de résolution des difficultés. Je vais faire un parallèle avec le MIRA, donc le mécanisme interne de règlement à l'amiable. C'est quelque chose que vous n'avez pas à l'EDA ni à l'AFP. C'est concernant les élèves EHDA. Bien que vous ayez des élèves EBP, la clause 8904 du secteur jeune ne s'applique pas. Là. Donc, le 8904, c'est le mécanisme interne de règlement à l'amiable. Lorsqu'un enseignant ou un enseignant a un problème avec un élève EHDA ou avec le comité local école EHDA. On pourrait prendre un exemple, là, un élève ayant de grosses difficultés, l'enseignante fait une demande de service, ça ne siège pas dans les 15 jours, il n'y a pas de comité d'intervention, l'enseignante peut remplir un MIRA. Et nous ici, là, c'est David Hamel, vice-président à la vie professionnelle, ainsi que Nathalie Bouchard et que Jean-Philippe Viau qui sont sur le comité. Et du côté patronal, je crois là, c'est Charles Picot-Amiot et Camille Bélanger qui sont sur ce comité-là. Non, c'est Annelise Levert qui est sur le comité et qui vont trouver des solutions. Si les solutions ne sont pas satisfaisantes aux yeux du syndicat, on peut déposer un grief comme d'habitude, mais on peut aussi faire appel au CNC, donc le Comité national de concertation. Comité national de concertation, ce que c'est un peu un comité de relations de travail comme nous avons ici. Comité de relations de travail, donc moi, David Hamel, ainsi que Simon Séguin, qui est un enseignant au CFPL d'Albévio, donc CFP La Chine d'Albévio, ainsi que Luc Lefebvre au CEAL à la salle, qui ont été élus là, par vos personnes déléguées. Donc, on discute d'enjeux avec l'employeur, peu importe les enjeux que nous soulevons ou qu'eux soulèvent, on trouve des solutions. Mais il y a la même chose au niveau national qui est le CNC. Pourquoi je vous dis ça? C'est que à chaque fois à la table de négociation, quand nos représentants à la table disent qu'il y a des enjeux au niveau des HDAA, la partie patronale nous répond, mais le CNC n'a jamais été saisi des enjeux de HDA, donc c'est impossible qu'il y ait des problèmes au HDA. Donc, on ne veut pas avoir ça pour la négociation de 2026 ou 2028, là, selon si nous signons pour 3 ans ou 5 ans. Donc, s'il y a des enjeux au niveau de la tâche, c'est très important que vous les mentionniez. Et comment le mentionner? Donc, c'est de rendre un exposé écrit sur les problèmes que vous vivez avec la tâche ou l'horaire. Donc, chez nous, c'est la personne répondante là, qui devra la recevoir. Cette année, c'était Stéphanie Beauchamp pour tous les centres, sauf le CFPMS, où c'était Sébastien Vincent. Mais pour l'année prochaine, là, toutes les 2 personnes répondantes du secondaire et la personne répondante de l'EDAFP vont s'entremélanger les centres et les écoles secondaires. Donc, Stéphanie fera aussi des écoles secondaires l'année prochaine. Marco et la nouvelle personne répondante feront aussi des centres maintenant. Donc, vous allez recevoir une petite affichette en début d'année pour savoir à qui écrire. Mais si d'ici là, vous vivez des problèmes, ça va être le numéro de téléphone, 514-637-3548, puisque nous sommes en service d'été. Et ça sera placé dans la liste d'attente des appels et vous aurez un retour d'appel. Donc, suite à la réception d'exposés écrits, le comité, donc les 2 membres du CEOM, c'est moi-même et Brigitte Racine qui s'occupe, une autre avocate que nous avons là au CEOM, qui s'occupe des enjeux plutôt collectifs, et 2 membres du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, qui sont Charles Picot-Amiot et Camille Bélanger. Donc, nous 4, nous allons nous asseoir et analyser la situation qui est soumise. Nous allons demander des informations complémentaires à l'enseignante ou à l'enseignant si nous en avons besoin et nous allons faire des recommandations au centre de services scolaires. Pour être honnête, je ne sais pas à qui nous allons faire les recommandations. Est-ce que ça va être à la direction des ressources humaines ou encore à la direction adjointe des ressources humaines? Nous ne savons pas encore, mais si nous avons un cas, là, nous allons chercher l'information plus rapidement que maintenant. Donc, le centre de services, suite aux recommandations, va faire part de sa décision par écrit au comité. Nous, de notre côté, si nous ne sommes pas d'accord avec
la décision, il y a toujours la possibilité de déposer un grief et l'autre possibilité, c'est de faire référence au CNC. Et tout l'enjeu EHDA que j'ai dit tantôt, c'est vraiment en lien pour ça. Donc, le cahier de demande 2023 ne fera pas de demande pour la tâche, pour deux raisons. La première, nous allons nous donner la chance de la vivre. Et la deuxième, euh, à la table de négociation pour l'entente 2023, à la table de négociation, il y avait seulement le secrétariat général, le secrétariat du Conseil du Trésor. Il n'y avait pas le CPNCF, le comité patronal de négociation pour les centres de services francophones. Ils n'étaient pas là. Ils ont été évacués de la table par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de gains que nous avons eus que la partie patronale n'était pas d'accord, mais que le gouvernement, lui, il l'était. Donc, si nous ouvrons encore la tâche, nous avons peur que la partie patronale vienne faire du rattrapage syndical, là, donc revenir chercher des gains que nous avons eus. Donc, très important de faire appel au CNC pour qu'en 2026, c'est une mission pour 3 ans ou en 2028, c'est une mission pour 5 ans, que le CNC ait été saisi des enjeux. Donc, en conclusion, avant la période de questions, donc la nouvelle tâche, il va y avoir beaucoup de questions. Des questions que vous n'aurez peut-être pas ce soir, mais que vous allez avoir demain, après-demain, dans 2 mois, quand vous allez revenir au travail. Le numéro de téléphone est toujours le bon et la fichette là, que vous allez recevoir dans votre centre avec la bonne personne répondante, vous pourrez là, communiquer avec cette personne-là et on se fera un plaisir là, de vous répondre. Et si c'est une question que la personne répondante n'a pas la réponse, elle va se faire un plaisir de venir chercher l'information. Si je n'ai pas l'information, j'irai à la FAE, il n'y a aucun problème. Là. La FAE, le CEOM sont là pour vous aider à travers ce changement-là.